voilà, vraiment assez, axé sur la croissance, sur la notoriété. On comptait pas trop les sous, on savait pas trop, enfin, on n'évaluait pas le ROI des opérations, donc voilà, c'était un peu n'importe quoi pour être tout à fait honnête. Et en fait, en 2022, donc moi, je gérais une campagne télé sur le premier semestre à 2 millions, pour donner un ordre d'exemple. Et en fait, on devait faire une série C, mais le contexte startup que pas mal d'entre nous connaissent, je pense, a fait qu'on s'est rendu compte que cette série C ne pourrait probablement pas se faire et que du coup, on allait devoir réduire les budgets de pas mal d'équipes, enfin de toutes les équipes ont été concernées. Et malheureusement, un des postes budgétaires qui part le plus rapidement, c'est celui de la brand parce que c'est difficile à mesurer, c'est des budgets qui sont en général très élevés. Et donc, on est passé d'une campagne à 2 millions à 30 000 euros qui me restaient pour la fin de l'année de juin à décembre 2022. Aujourd'hui, donc en fait, on a complètement changé un peu de stratégie et de point de vue et on s'est dit, OK, là maintenant, on veut atteindre la rentabilité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre la rentabilité? On a eu un plan sur 2 ans qui va nous permettre là, à la fin de l'année, d'être rentable au niveau du groupe, parce qu'on a aussi des équipes en Allemagne. Et du coup, là, aujourd'hui, sur 2023 et 2024, on a eu des budgets brand aux alentours de 130 000 euros pour 2023 et là, pour 2024, autour de 170 000. Et après, en 2025, ça devrait un petit peu plus repartir, mais voilà, ça reste des ordres de grandeur complètement différents en tout cas. Oui, c'est clair, c'est clair. Je crois qu'on voulait poser un petit sondage. Est-ce que vous aussi, vous avez subi des coupes budgétaires au sein de votre département? Euh, Hop, je vous le partage. Allez-y, il est dans l'onglet sondage si vous voulez. Non, c'est vrai que récemment, c'est quand même assez préoccupant pour pas mal d'entreprises, surtout en marketing. C'est un peu souvent le poste de dépense qui saute en premier. Euh, et comment est-ce que, avec ton équipe, vous l'avez pris? Comment toi, tu as réussi à les motiver dans ce contexte? Parce que quand même, j'imagine que ça doit faire un peu peur au début de se dire, bon, bah, on avait des millions, on pouvait faire l'infini et maintenant, il va falloir quand même qu'on jongle avec 10 fois moins. Ouais, en fait, effectivement, il y a eu un sentiment de peur. Déjà, en fait, très souvent, les gens craignent pour leur propre poste, parce que souvent, les postes en com, c'est aussi les postes qui sont coupés les plus rapidement. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est de les rassurer sur le fait que leur poste n'était pas du tout mis en danger et que la structure de l'équipe brand allait rester telle quelle. Et ensuite, en fait, on s'est posé, on a fait un gros brainstorming en fait dans l'équipe pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire avec le budget qui nous reste? Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que pendant les 6 premiers mois, on a vachement capitalisé sur l'organique. Donc, pour créer de la notoriété, c'est les RP et les réseaux sociaux. Moi, je gérais déjà les RP en interne depuis que j'étais arrivée chez Matera et les réseaux sociaux étaient aussi déjà gérés en interne. Donc, ça n'a absolument rien changé, si ce n'est qu'en fait, comme j'avais moins de temps à passer sur des opérations offline, comme on n'avait plus de budget, j'avais beaucoup plus de temps pour restructurer un peu les stratégies et du coup m'investir à fond dans les relations presse, par exemple. Donc on a vachement capitalisé sur ça les 6 premiers mois. Et après, on a fait donc un gros brainstorming pour essayer de trouver des idées un peu pirates et voir un peu ce qu'on pouvait tester avec le budget qui nous restait. Et donc, je crois que j'ai prévu quelques exemples ensuite à vous montrer de brand activation qu'on a pu faire, mais ça peut être par exemple tester sur du local. Donc par exemple, en 2023, on avait fait un spot radio entièrement réalisé en interne où j'avais écrit le script, on est allé démarcher un comédien et où on a enregistré chez lui le spot dans une cabine insonorisée et j'ai acheté les emplacements radio directement auprès des régies et c'était un test local qu'on a fait en Haute-Savoie et en Savoie parce que c'était des régions qui étaient clés pour Matera. Et en fait, ce principe de tester sur du local et ensuite de répliquer le test si ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on continue à appliquer aujourd'hui et qui nous permet de tester sur des petits budgets et ensuite d'itérer si ça fonctionne. Ah, c'est génial. En plus, j'imagine que souvent, dans des régions, quand tu sors un peu de la région parisienne, peut-être que les prix sont aussi moins élevés. Oui, effectivement, les prix sont moins élevés et aussi nous, on a vachement un enjeu d'être local et du coup, c'était important pour nous de pouvoir tester une tagline et un slogan qui était très local et pas uniquement parisien parce que historiquement, nous, 50% de nos clients sont issus de l'Île-de-France, mais on a vraiment un enjeu de paraître plus local et aussi d'accroître notre notoriété au niveau local.
Et une fois donc la pilule est avalée, que tu me disais un peu que finalement ça vous avait donné un sens du challenge parce que ben c'est facile comme tu disais de réussir avec 3 millions d'euros, mais que finalement bon bah vous vous serrez les coudes et vous vous dites bon il va Ouais. falloir que je sois créatif. Par où est-ce que vous avez commencé? Comment vous avez priorisé? En fait, bah, c'est un peu ce que je disais, on a priorisé, en fonction un peu des marronniers et des périodes un peu business. Donc nous, par exemple, sur la gestion de copropriété, le pic d'assemblée générale, il est en juin. Donc sur la brand, on sait qu'on doit prendre la parole entre février et avril pour être efficace et préparer les assemblées générales de juin. Donc je savais qu'on allait faire quelque chose, par exemple, cette année, en février-mars. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire une campagne métro à Paris. La seule différence, parce qu'une campagne métro à Paris, ça coûte très cher, c'est que du coup, on a entièrement fait les affiches et les taglines en interne. Donc, on a brainstormé avec l'équipe. En plus, on s'est pas facilité la tâche parce qu'on a décidé de faire une tagline différente par station de métro qu'on allait targeter et sur lesquelles on voulait être affiché. Et ensuite, on a décliné les affiches avec notre équipe design. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais on a effectivement l'équipe brand qui est composée de 4 personnes, mais on a aussi une équipe de 2 brand designers. Et en l'occurrence, notamment Théo, qui est là depuis le départ avec moi et qui a complètement conçu l'identité graphique de Matera. Et donc, c'est ce qui nous a permis effectivement de créer ces affiches-là. Donc c'était une campagne métro sur 2 semaines, avec du quai, du couloir et des rampes. Les rampes est un excellent média d'ailleurs, assez accessible pour afficher dans le métro et c'est quelque chose qu'on va répliquer l'année prochaine d'ailleurs. Et donc là, par exemple, sur ces 3 affiches, c'est 3 affiches différentes qui ont été affichées donc à Abbesse, à Jules Geoffrin et à la station Rome. Et donc, affiches réalisées en interne et achats médias en direct, donc auprès des régies sans passer par une agence média. Ce qui nous a permis d'avoir effectivement une campagne à 52 cas sur les 2 semaines. Et parmi ce média-là, il y avait aussi un massif quai, donc un quai entier. OK, OK. En fait, ce qui coûte très cher typiquement dans des campagnes métro, c'est pas tant l'affichage, c'est plus le design, c'est ça? Ouais, en fait, bah, on avait déjà fait des campagnes métro, notamment une première campagne métro avec une agence créa et une agence média, donc quelque chose de plus conventionnel. Et effectivement, l'agence média, à la limite, je trouve pas tant que ce soit ce qui coûte le plus cher parce que souvent, ils ont des emplacements en gros qui peuvent te négocier et tout. Donc, même si tu as les fees de l'agence, au final, tu t'y retrouves un peu et tu arrives à faire une campagne Mmh. plus grande ampleur. Je pense pas qu'ils auraient été intéressés par une petite campagne comme la nôtre, mais en tout cas sur une campagne qui couvre tout Paris, ça aurait pu le faire. Par contre, l'agence créa, ouais, c'était un gros poste de dépense que nous, en tout cas, on pouvait pas se permettre là. Ouais, OK. Et comment est-ce que vous avez sélectionné, vos arrêts de métro? Ça s'est Oui, décidé je comment? vois je vois passer une question effectivement qui dit: «Pourquoi cette station de métro en particulier?» En fait, donc la régie avec laquelle j'ai pris contact, qui est Média Transport, qui donc détient les emplacements des quais de métro à Paris, m'a sorti un peu tous les quais de métro qui étaient disponibles sur, la période sur laquelle on voulait afficher et moi je me suis posée sur, les quartiers dans lesquels on était, ultra présent chez Matera, où on avait pas mal de parts de marché et où du coup, en fait, la notoriété était déjà pas mal élevé, mais où on pouvait du coup accélérer un petit peu plus, maximiser et amplifier cette notoriété-là par une campagne métro. Donc en l'occurrence pour nous, c'est vachement le 18e, c'est aussi, Rome, Villiers et après on avait aussi, affiché à Porte de Saint-Ouen. Et après sur les rampes à Paris, comme je disais, les rampes, c'est vraiment un excellent média si vous voulez afficher dans le métro pour pas cher. Je crois que nous, on en avait eu pour, 14 K et en fait, c'est des packs qui vous permettent d'afficher dans des zones spécifiques à Paris et en l'occurrence, moi, j'avais pris les rampes nord de Paris qui me permettaient d'afficher dans tout le nord de Paris et aussi un petit peu au-delà, donc Saint-Ouen, Argenteuil, Montreuil, qui sont aussi des villes assez clés pour nous. OK. Tu m'avais parlé aussi quand on avait, préparé, cet échange, il y avait un peu d'autres actions que vous aviez fait, au niveau d'une action de ravalement de façade, vous aviez collaboré avec le guide ultime. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, toutes les idées un peu pirates que vous avez eues et pourquoi vous les avez mis en place?
Ouais, carrément. En fait, c'est toujours un peu le même principe, c'est se dire: «OK, on a combien de budget et qu'est-ce qu'on va pouvoir, faire de façon assez, smart pour pouvoir utiliser ce budget-là, mais quand même essayer de maintenir notre niveau de notoriété». Moi, j'avais pas forcément un objectif d'augmenter la notoriété, post-campagne télé parce que je me disais: «Bon, bah, ça va être impossible, sans budget média». Mais par contre, je voulais au moins le maintenir et d'ailleurs, on pourra y revenir à la fin, mais c'est quelque chose que pour le moment, en tout cas, on a réussi à faire. On a maintenu le niveau de notoriété, assisté de Matera par rapport à celui post-campagne télé de 2022. Et donc, effectivement, on a pu exploiter différents canaux de communication. Effectivement, parmi les autres choses, quelque chose que je trouve assez délaissé, enfin, en tout cas, moi, que je délaissais avant par du budget média, c'est les relations presse. Et les relations presse, c'est quelque chose d'assez puissant si vous vous y investissez vraiment. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on a fait, donc, c'est de faire un baromètre des charges de copropriété pour essayer d'utiliser toute la data de nos copropriétés clientes. Les journalistes, ils sont très friands de data externe, mais aussi interne. Moi, je faisais déjà pas mal de data externe, donc c'est-à-dire des questionnaires avec l'IFOP, qui est un institut de sondage, pour fournir de la data sur les copropriétaires. Mais on n'avait jamais réussi encore vraiment à fournir un vrai baromètre de data interne sur nos copropriétés. Et là, c'est quelque chose qu'on a fait début 2024, où on a du coup analysé toutes les charges de copropriété de nos copropriétés clientes. L'idée étant d'avoir une évolution entre 2022 et 2023, l'impact en fonction de la taille des copros par département, etc. Et en fait, je voulais revenir sur cette activation parce que c'est une activation qui, bon, a pris beaucoup de temps à l'équipe data, mais nous, à l'équipe brand, nous a pris quasiment 0 temps parce qu'en fait, moi, j'ai juste contacté une journaliste de la cellule immobilier du Parisien. J'ai choisi le Parisien parce que c'est le journal qui sort le plus tôt le matin et qui, du coup, est très souvent repris par la presse écrite et par le JT. Et je l'ai aussi choisi parce que c'est donc un journal diffusé à Paris, en Île-de-France. Et donc, du coup, c'était là où on avait le plus de granularité possible si on voulait vraiment entrer dans le détail des départements, etc. J'ai proposé le baromètre à cette journaliste en exclusivité. On a beaucoup discuté ensemble. Elle a beaucoup fait évoluer notre vision de la data. Elle nous a demandé beaucoup de data supplémentaires. Elle a été assez exigeante au niveau des data et honnêtement, nous, ça nous a pas mal aidé en interne aussi pour faire progresser ce type de projet. Et du coup, l'article est sorti dans Le Parisien et derrière, il y a eu 19 autres articles à la suite de cette publication auprès de médias à qui je n'avais pas parlé et dont je n'avais pas sollicité pour la publication de ce baromètre-là. Donc ça, c'est typiquement ce genre d'activation qu'on essaie de reproduire parce que ça coûte 0 € à part du temps. Et encore, comme je le disais, c'était pas vraiment mon temps, c'était plus du temps de l'équipe data et aussi de l'équipe design qui a fait cette infographie. On Donc a une voilà. super question de Julie sur l'UGC et, Ouais, les partenariats influence, etc. ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré parce que c'est vrai qu'il y a plein de nano, micro-influenceurs qui, j'imagine, peuvent rentrer dans le budget, l'UGC aussi qui est gratuit. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, alors je crois avoir vu une question de Claire que je connais qui me demandait si je gérais la partie marketing et non, c'est Simon qui est arrivé en même temps que moi qui gère la partie acquisition. En revanche, on se parle énormément et il y a effectivement pas mal de projets communs et c'est aussi des budgets différents. Donc en l'occurrence, lui, il peut me donner un peu plus d'extra pour notamment tester de l'influence. Et en l'occurrence, l'influence et l'UGC, c'est quelque chose qu'on a testé. L'influence, je suis en train de le tester sur la gestion locative. On avait Mhm. déjà testé sur la partie gestion de copropriété, mais en fait, comme c'est une décision qui est collective, pour changer de syndic, vous devez voter à la majorité des copropriétaires. C'était très compliqué de convertir sur de l'influence avec un objectif d'acquisition. VS, sur de la gestion locative, comme c'est une décision individuelle, c'est un petit peu plus facile. Donc après, c'est des mini-tests et c'est des campagnes qu'on mène en interne. Donc là, par exemple, on en a fait une sur septembre-octobre. C'est des budgets à 4 000, 4 500 € où j'active 4 influenceurs et donc c'est moi qui les source. On revoit le contenu ensemble, on décide quand on va poster et ensuite on analyse derrière combien de leads ils ont généré, le CPL et du coup, est-ce que c'est rentable de faire une OP avec eux ou pas.
Ce qu'il en ressort, c'est que ça peut être rentable. Après, c'est assez dépendant du contenu que l'influenceur produit, on va dire. Et après, nous, par exemple, on avait au début, la première campagne, on a voulu tester tous les réseaux, donc Instagram, TikTok, Instagram statique, Instagram Reel. Et en fait, TikTok, par exemple, on avait choisi un macro-influenceur et ça n'a pas du tout marché. Alors que du coup, c'était OK. l'influenceur qui avait payé le plus cher. Et du coup, nous, en tout cas, sur les tests qu'on a pu mener, j'ai l'impression que ce qui marche le plus, c'est les carousels statiques Mmh. euh, de créateurs de contenu spécialisés dans l'investissement en général. Donc, soit investissement IMO, donc très spécialisé IMO, soit investissement bourse, assurance vie, immobilier, etc. Et ça, c'est un peu notre niche, on va dire, de créateurs de contenu qui, pour le moment, fonctionne assez bien. OK. OK. Bon, ça répond à la question, de Julie Queum qui disait: «Comment vous sourcez ces influenceurs justement?» Ouais, bon, les sources à la main, pour être honnête. Et par contre, c'est aussi des influenceurs avec lesquels on collabore, beaucoup et avec lesquels, je mets un point d'honneur à ce qu'on crée une communauté un peu d'influenceurs. Où du coup, bah, par exemple, on réagit très souvent, aux stories des uns et des autres et du coup, ça me permet moi de les inviter aussi sur des formats de chaîne YouTube et ils acceptent de le faire de façon gratuite. On les invite à des événements. On avait organisé, je pourrais y revenir, mais une journée dédiée aux propriétaires cette année. Où on avait invité des speakers et du coup, ben, j'avais pioché dans cette liste d'influenceurs avec lesquels on est très souvent en contact et avec lesquels on collabore fréquemment pour les inviter à l'événement et faire en sorte qu'ils puissent parler de leur formation aussi lors de ces conférences-là et animer aussi des sujets autour de l'immobilier. Donc voilà, pour moi, c'est du sourcing à la main, mais c'est aussi pas mal de nurturing et de faire un peu ouais, avancer cette relation, nourrir cette relation pour qu'elle soit avantageuse d'un côté et de l'autre. Et tu vois, avec un des influenceurs qui est spécialisé dans l'optimisation fiscale, on risque d'aller encore plus loin et de proposer ces services d'expertise dans notre produit de gestion locative, par exemple. OK, hyper intéressant. On a pas mal de questions aussi, sur l'internalisation. C'est vrai Ouais. qu'on pense, coupe budgétaire, on pense à internalisation forcément. Qu'est-ce que vous avez internalisé de votre côté? Comment vous l'avez fait? Est-ce que vous aviez déjà les compétences en interne? Comment vous êtes organisé globalement? Ouais, bah, en fait, effectivement, on internalisait déjà beaucoup par rapport à d'autres boîtes, je pense. Donc, par exemple, les RP, on a toujours internalisé. Les social media, on a toujours internalisé. L'influence aussi. Le design, on a toujours internalisé aussi. Donc, en fait, la seule chose, je dirais, qu'on a internalisé alors qu'avant, on passait par des agences, c'est, les campagnes offline. Où là, du OK. coup, on fait tout en interne. On achète, via des régies en direct plutôt que par des agences médias. Et sur les brands d'activation où tu vois, bah, en 2021, par exemple, on avait fait un partenariat avec Combini et Jérôme Niel, partenariat qui coûte assez cher. Bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu refaire et du coup, on s'est rapatrié sur d'autres idées comme la journée des propriétaires ou comme l'opération avec le guide ultime que tu mentionnais tout à l'heure, qui était 5 fois moins cher, quoi. Voilà. Ouais. OK. Et est-ce qu'il y a des nouvelles compétences que, vous avez dû un peu apprendre sur le tas? C'est une bonne question. En fait, oui, carrément. Enfin, là, tu vois, typiquement, on a un projet, c'est de créer un média autour du logement parce que je pense, on a beaucoup travaillé sur la considération de marque ces 2 dernières années et je pense qu'un peu le paroxysme de ça, c'est créer un média autour du logement qui, permettrait de vulgariser toutes les notions liées au logement et en fait, on a un peu commencé à le faire en créant une chaîne YouTube mais on se rend compte que créer une chaîne YouTube, bah, ça demande des compétences de production, de captation audio, de captation vidéo, de montage, etc. Et bah, c'est justement pour ça que je te disais qu'on sera bientôt 5 dans l'équipe. On a recruté une personne dont c'est le métier, qui a notamment aussi fait beaucoup de podcasts et qui a son propre podcast et qui pourra nous aider à l'idée cette création de médias-là par la chaîne YouTube, un podcast, pourquoi pas une newsletter, voilà, qui en tout cas pourra prendre ce lead de médias-là qu'on n'avait pas en interne et qui pour le coup, enfin c'est un profil aussi Clémence qui va nous rejoindre, qui a un parcours de journaliste et qu'on n'avait Mmh. pas du tout en interne. Et tu vois typiquement moi j'essayais de pivoter un peu le contenu social média vers des contenus plus médias. Et par exemple, on voulait traiter un sujet qui était d'où vient la crise du logement. Et c'est un sujet qui demande énormément de recherche journalistique. Et en fait, je me suis rendu compte moi-même en faisant une tentative de script que j'avais pas du tout les compétences pour le faire correctement et qu'il fallait une journaliste dans l'équipe.
Donc voilà. Sinon sur le reste, en fait, ça s'est fait un peu au fur et à mesure du temps, mais typiquement sur le brand design, Théo, a des super compétences de charte graphique et d'illustration, mais pas de motion design. Et il se trouve que par chance, son alternant qui depuis nous a rejoint en CDI, lui maîtrisait le motion design et du coup, ça permet de compléter aussi les compétences de l'équipe comme ça. Euh, et voilà. Et après, on s'est quand même pas mal formé sur l'achat média. Enfin, moi, c'était quelque chose où l'agence média le faisait pour moi. Donc là, c'est quelque chose que moi, j'ai dû faire un peu au fil de l'eau. Voilà. Ouais, bien sûr. On a pas mal de questions aussi sur le ROI. Est-ce que quand vous aviez full budget, vous étiez finalement plus performante? Quel est un peu le ratio effort-effet? Alors, Et c'est toujours, vas-y. très compliqué de calculer le ROI en brand. En général, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, par exemple, j'ai calculé le CPL, des, campagnes télé, campagnes print qu'on avait pu faire, et de la campagne métro, du coup, qu'on a fait, je vais remettre la slide, ici. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que cette campagne-là, c'est la campagne, la plus efficace qu'on ait pu faire chez Matera depuis, le début. La campagne télé qu'on avait faite, c'était à peu près 800 € le CPL. Donc, pour une campagne brand, ça reste quand même assez cher. Mm. Et la campagne radio dont je te parlais en tout début sur la Haute-Savoie et la Savoie, c'était aux alentours de 600 €. Donc, pour un premier test en interne, c'était mieux, mais c'était encore très, très élevé. Cette campagne-là, métro, on est aux alentours de 300 € le CPL. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Après, on rivalisera jamais avec des CPL d'acquise, c'est sûr et certain, mais c'est aussi des campagnes qui ont un objectif de notoriété et de considération de marque. Donc voilà. Bien sûr. Et sur tes autres campagnes, pardon, est-ce que, comme tu dis, quand c'est plutôt des campagnes d'awareness, c'est difficile à mesurer. Est-ce que globalement, tu as l'impression qu'au niveau de la cohérence, de la qualité de la marque, vous êtes toujours au même niveau qu'avant les coupes budgétaires grâce à toutes ces actions qui ont été mises en place? Franchement, oui, voire même plus qu'avant, je dirais, parce que, en fait, comme maintenant, c'est nous qui maîtrisons absolument toutes les bandes d'activation qu'on fait, on a absolument la main sur toutes les taglines, tous les médias qu'on choisit, etc. Enfin, c'est aussi le cas avant, mais c'est vrai que quand tu passes par une agence créa, par exemple, bon, bah, des fois, tu te fais embarquer dans une idée que tu aurais peut-être pas eu au départ, et des fois, c'est très bien, mais des fois, ça te désaligne un petit peu de la vision, etc. Et moi, je trouve que ces coupes budgétaires, ça nous a aussi permis de nous reposer sur la stratégie. Tu vois, moi, ça m'a fait me reposer sur la plateforme de marque, par exemple, qu'on a fait pour la première fois en interne aussi cette année et que j'ai Mm. refait entièrement. Là, on travaille sur un rebranding, tu vois, qui verra le jour début 2025 et pareil, on le fait entièrement en interne. Donc, je trouve que ça nous permet de plus nous aligner, d'être plus cohérents sur tous les canaux de communication. Voilà. Ok, ok, bah, comme quoi, finalement, pas besoin d'avoir des millions. Non, après c'est quand même bloquant de temps en temps. Enfin, c'est bloquant en fait pour augmenter les points de notoriété. Et tu vois, typiquement là, un des enjeux pour l'année prochaine, c'est quand même d'augmenter ce budget-là. Et enfin là, tu vois, le plan que j'ai pour 2025, c'est un budget à 300K, donc ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on avait avant, mais c'est quand même quasiment le double de ce qu'on a aujourd'hui. Donc il va falloir essayer d'aller le défendre, essayer de voir un petit peu ce qui est retenu. Mais je pense en tout cas que ces 2 dernières années nous ont permis de tester des choses, de prouver aussi que ça marchait bien en interne. Et typiquement sur l'année prochaine, j'aimerais bien répliquer la campagne à Paris, mais aussi la décliner en province, notamment à Marseille et pourquoi pas à Toulon et Nice. Et du coup, c'est ce qui va me permettre, enfin la réussite de cette campagne-là à Paris va, j'espère en tout cas, me permettre de débloquer ce budget-là pour la province aussi. Et si tu fais un peu un bilan, est-ce qu'il y a des erreurs, des learnings Il y a des erreurs, ouais, des fois de cible. Il y a une OP dont on n'a pas trop parlé qui est l'OP avec le guide ultime. J'ai pas de slide qui résume cette. J'étais en train de chercher, mais j'en ai pas.
Mais du coup, je vais essayer d'en parler directement. Donc, en fait, nous, on avait un marronnier avant sur lequel on prenait énormément la parole, qui était la fête des voisins. Et du coup, première année où les budgets sont réduits, donc en 2023, on se dit à la base qu'on allait faire un peu des collaborations avec des créateurs de contenu cuisine pour un peu twister les recettes traditionnelles de la fête des voisins, le taboulé, la quiche, en version un peu plus pimpée, on va dire. Et en faisant le brainstorming, j'ai mon alternante de l'époque qui depuis nous a rejoint en CDI, qui me dit qu'elle a une copine qui connaît Victor du Guide Ultime et qu'elle pourrait nous mettre en contact. Et donc je dis bah oui, go. Et en fait, on échange avec son équipe qui nous propose de suite de faire un événement. Donc de faire une fête des voisins géante. Et donc l'idée se met en place et le résultat c'est qu'on a privatisé la rue des Batignolles pour faire une fête des voisins et eux ont dealé des partenariats avec des restos de la rue. Le bilan c'est que ça a été ultra positif en termes d'impression et de personnes qui sont venues. Il y a 4000 personnes qui sont venues à l'événement. On a eu 1,2 million d'impressions en moins de 2 semaines sur tous les contenus qui ont été postés par le guide ultime et c'était cross-posté avec Matera à chaque fois, donc ça permettait aussi d'accroître la visibilité de Matera. Par contre, je pense qu'il y a eu une erreur de cible un peu sur le choix du guide ultime parce qu'il y avait beaucoup de locataires, voire même de personnes mineures qui étaient présentes à l'event et qui étaient venues parce qu'ils avaient vu la publication du guide ultime. VS, moi, j'avais beaucoup insisté sur la localisation de la rue. Je voulais vraiment que ce soit une rue qui corresponde à notre cible. Et on avait choisi le 17e arrondissement parce qu'on avait pas mal de clients qui vivaient dans cet arrondissement-là. Et effectivement, les personnes qui correspondaient le plus à notre cible, c'est un peu les propriétaires qui passaient par hasard devant la rue et qui se demandaient ce qui se passait et qui venaient nous parler. Donc, c'est un peu ce que je retiens de cette opération-là. Après, c'est quand même une opération qui a bien marché, mais effectivement, où on a fait une petite erreur de cible et où je pense aussi qu'il y avait un objectif de notoriété qui était trop fort par rapport au budget qui était mis sur le tapis, on va dire. Et c'est ce qui nous a permis, après cette année, de twister du coup vers effectivement la journée des propriétaires qu'on a fait cette année avec un objectif pas de notoriété mais de considération de marque. Donc on a fait le choix de pas du tout se positionner cette année sur la fête des voisins et de proposer à la place un événement dédié aux propriétaires avec des ateliers en petits groupes et des conférences animées du coup par les fameux créateurs de contenu que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de jalonner toutes les étapes de la vie d'un propriétaire, de la constitution du dossier immobilier au premier investissement locatif, aux travaux, à la gestion loc, etc. C'est un événement qui a coûté assez cher, qui a coûté 55K, mais qui nous a permis d'avoir pas mal de learning aussi pour reconduire l'événement. Là, tu vois, on va le reconduire, mais typiquement, une des premières erreurs qu'on a faites, ça a été de mal anticiper le no-show. Nous, de base, on a à peu près 50% de no-show sur les événements gratuits qu'on propose. Donc moi, je suis partie du principe que ça allait être à peu près pareil. Donc il y avait à peu près 1000 inscrits, donc tu vois, on s'attendait à 500 participants. Au final, il y a eu 250 personnes présentes, donc plutôt 75% de nos shows. Et du coup, ce qui nous a permis ce qui nous a fait mal sizer le traiteur, le lieu dans lequel on a fait l'événement, qui était la Bellevilloise. Du coup, comme ils étaient un peu affolés du nombre de personnes inscrites, ils nous ont fait louer des salles supplémentaires pour des jauges de sécurité dont finalement on n'avait pas besoin. Donc, par exemple, on va reconduire cet événement l'année prochaine, mais on le rendra payant, même un tout petit peu, je pense aux alentours de 5 euros, mais pour réduire ce no-show-là et pour essayer de sizer le mieux possible, en tout cas, le nombre de participants. Bien sûr. Bon, en même temps, c'est normal, quand on teste quelque chose de nouveau, ça peut pas être, on peut pas taper dans le mille dès le début. Donc oui, non, en effet, c'est très smart. Tu as raison, juste de faire payer quelques euros, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et puis même, je pense que ça renforce aussi un peu la stickiness. C'est bête, mais peut-être que d'avoir payé juste 5 euros, t'es plus Ouais, motivé. exactement. T'es plus engagé, je pense. Et, enfin, en tout cas, on testera et je pourrais faire le retour avec plaisir sur LinkedIn ou autre, mais en tout cas, on testera. Oui, d'ailleurs, si vous ne suivez pas Amandine, déjà, elle est assez active sur LinkedIn et donne de très bons conseils. Donc, je vous conseille d'aller vous abonner. Je regarde un peu les autres questions qu'on a eues. Il y en a une que j'aimais bien, c'était sur TikTok. Est-ce que vous avez testé TikTok? Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup de budget et ça peut très vite être viral on finalement. est, euh, on est présent sur TikTok et c'est d'ailleurs notre plus grande communauté sur les réseaux sociaux actuellement. En fait, on se dit comme ça que TikTok, c'est une plateforme très jeune, mais en réalité, on se rend compte dans les commentaires qu'il y a énormément de propriétaires sur TikTok.
Après là, c'est une plateforme sur laquelle on est en train un peu de revoir notre stratégie parce que tu vois, donc là aujourd'hui, on a à peu près 38 000 abonnés sur TikTok, je crois. Ouais. Mais par contre, ça fait des mois que les vues sont en baisse, qu'on est en abonnés un peu négatifs. Donc là, justement, je suis en train de switcher un peu la stratégie pour avoir plus cette vision média dont je te parlais tout à l'heure et faire, tu vois, des vidéos peut-être plus en voix off plutôt que des vidéos face cam comme on faisait traditionnellement, de faire peut-être intervenir des experts externes qui vont apporter un autre point de vue sur certains sujets du logement. Voilà, en tout cas, c'est un peu l'idée. Après, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais en tout cas, oui, c'est une plateforme qu'on utilise et en laquelle je crois. Donc voilà. Trop bien. Et puis c'est vrai que TikTok, c'est assez exigeant si on poste pas hyper régulièrement du contenu Ouais. qui engage. On est assez vite, l'algorithme a pas trop de pitié. Enfin, c'est quand même un taf un peu à plein temps, quoi. C'est hyper Ouais, exigeant. bah, du coup là on a une alternante social media qui m'aide beaucoup. En fait, ce qu'on fait, c'est que donc toute la partie Insta sur les statiques, les carousels médias en général, on se les répartit entre elle et moi. Parce que du coup, je veux que ce soit des sujets un peu de fond, un peu fouillés, voilà. Et ensuite, le reste, les tournages de vidéos, bah, tu vois, on a toute l'équipe brand qui fait de la veille juridique tous les jours. Et après, bah, on sélectionne, on shortlist un peu les sujets qui peuvent être pertinents. Et bah, Amal, du coup, en alternance, elle se réserve bah, tout le jeudi, en l'occurrence, pour tourner les vidéos de la semaine, les monter, les sous-titrer, et comme ça, avoir un batch de contenu qui est prêt. Ouais, c'est trop bien. Mais après, D'ailleurs, tu vois, vas-y. nous, on avait un peu le revers de prévoir trop de contenu à l'avance et c'est quelque chose qu'on va un peu changer parce que bah là, typiquement, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau du logement avec la nouvelle ministre du Logement, le discours de politique générale de Michel Barnier hier, etc. Et un des enjeux, je pense que nous, on a sur les réseaux sociaux, c'est d'être plus réactif. Et du coup, bah, on va, tu vois, sur Insta, avant, on avait 3 mois de contenu à l'avance. Et je pense que maintenant, on va réduire à peut-être 3 semaines, un mois pour pouvoir bah, reprogrammer, être plus réactif, rebondir sur une trend s'il y a besoin. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est aussi le nerf de la guerre, sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, c'est la réactivité. Parfois, en fait, si tu rebondis sur la tendance une semaine après, ça y est, t'es déjà has-been et ça engage plus du tout pareil. Ouais. Ok, trop intéressant. Est-ce que aussi, on n'en a pas tellement parlé, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui est important pour vous. Est-ce que vous arrivez à le palper et comment est-ce que vous encouragez naturellement les recommandations? Ouais, c'est une bonne question. Oui, le bouche à oreille, c'est hyper important et nous, on capitalise vachement aussi sur la satisfaction de nos clients et en fait, comment on capitalise dessus? On a un programme ambassadeur, avec des clients, du coup, qui sont prêts à témoigner de leur expérience, pendant le cycle de vente de Matera. Et en fait, comment ça se passe? Donc, en tout cas, sur la partie gestion de copropriété, on est en train de le mettre en place sur la partie gestion locative, mais sur la partie gestion de copro, c'est déjà en place depuis 3 ans. On a une liste d'ambassadeurs, du coup, sur pas mal de régions et pas mal de tailles de copropriétés différentes. Et en fait, quand un commercial parle à un prospect potentiellement intéressé par Matera, on lui dit, ah bah, si vous voulez, j'ai une copropriété proche de chez vous, avec laquelle vous pouvez discuter et qui pourra témoigner de son expérience avec Matera. En général, ils sont preneurs, ils les contactent et en fait, le fait que du coup, il y ait plus du tout de commercial dans l'échange et que ce soit uniquement de copropriétaire à copropriétaire, ça permet vachement d'encourager la vente et de booster le taux de conversion. Et on a vu vachement la différence avec ce programme-là. Et il y a aussi un deuxième truc qu'on fait depuis que je suis arrivée quasiment, et je crois même que c'était en place avant, en tout cas qu'ils avaient déjà fait un événement avant, ça s'appelle les rencontres Matera. Et en fait, on invite grosso modo tous les prospects dans le pipe en Île-de-France, en tout cas dans nos bureaux à Paris. On invite 3-4 ambassadeurs pour témoigner. Les prospects posent leurs questions, les ambassadeurs témoignent de leur expérience chez Matera. Ils peuvent rencontrer l'équipe, ils peuvent rencontrer le CEO. Et ça, c'est vraiment game changer dans le taux de conversion. Ça permet vraiment de closer des gros deals qui pouvaient être réfractaires avant. Trop bien, trop bien. Franchement, je suis hyper impressionnée de tout ce que vous avez mis en place, parce que tu l'as dit, vous n'avez pas une grosse équipe, mais je trouve que vous avez vraiment un impact et on sent que c'est bien pensé, bien ficelé, que vous pensez à toutes vos actions. Non, c'est vrai, enfin, je suis vraiment super impressionnée. On a une question de Camille qui dit, est-ce que vous proposez des récompenses à vos ambassadeurs de marque? C'est vrai que ça, c'est Alors, un peu de la guerre. Des fois, on a tendance à vouloir les récompenser pour les motiver. Est-ce que c'est la bonne solution?
Ouais, alors au début non, parce qu'au début on avait uniquement des ambassadeurs, grandes copropriétés parce que, bah, souvent les gens avaient peur de passer chez Matera s'ils étaient dans des grosses copropriétés et du coup les très grosses copropriétés étaient très engagées chez Matera, voulaient absolument nous aider donc au début non et en fait au fur et à mesure, tu vois, on est passé de 10 ambassadeurs à aujourd'hui, 110 à peu près en France. Oui, les gens ont commencé à demander, des récompenses, de l'argent donc aujourd'hui on les rémunère, en carte cadeau. Ouais. On les rémunère en carte cadeau. Alors, on a un peu changé de modèle. Avant, on les rémunérait à la copropriété gagnée, sauf que c'était un peu frustrant pour eux. La rémunération était supérieure à celle qu'on propose maintenant, mais c'était frustrant pour eux parce que, bah, des fois, il va se passer 3 mois entre le moment où ils ont parlé à la copropriété et le moment où elles signent chez Matera. Donc, ils se demandaient un peu où ça en était, et cetera. Et c'était frustrant pour eux parce que des fois, on perd la copro et c'est pas de leur fait en fait. Enfin, c'est multifactoriel. Donc voilà. Donc là, on les rémunère au contact. Après, c'est des rémunérations qui sont minimes. Enfin, je veux dire, on va pas se faire un deuxième salaire avec le programme ambassadeur. Tu vois, si tu as une copropriété au téléphone, je crois qu'on file 10 euros. Et si tu participes à une assemblée générale, c'est plutôt 50. Mais c'est très rare qu'ils participent aux assemblées générales. Donc voilà, au final, nos meilleurs ambassadeurs par trimestre, ils vont gagner 200 euros, 200, 250 euros, quoi. Mais oui, effectivement, on les rémunère et ils sont aussi assez demandeurs de rencontrer l'équipe. Là, notamment, bah, dans 7 jours, on organise un événement dédié aux ambassadeurs dans nos bureaux à Paris où ils pourront rencontrer l'équipe commerciale et on va essayer de faire des matchs ambassadeurs sales pour qu'ils puissent se rencontrer entre eux et discuter. Et voilà. Trop bien. Donc en fait, outre l'aspect rémunération, c'est vraiment des gens qui, de base, je pense, aiment partager leur savoir. C'est Ouais, des profils, vous avez identifié aussi les bons profils. ouais, en fait, bah, souvent les commerciaux nous les remontent quand ils pensent que le lead peut avoir un potentiel et que vraiment il est très engagé, qu'il pitche bien. Mais oui, effectivement et après au-delà de cet aspect, rémunérateur et de l'aspect qui vont parler aux prospects pendant le cycle de vente, c'est aussi une liste un peu de personnes sur lesquelles on peut compter, bah, s'il y a besoin d'avoir des témoignages pour les journalistes, par exemple, s'il y a besoin de tourner du contenu chez eux, tu vois? Moi, je suis vachement au courant des initiatives qu'ils mettent en place dans leur copropriété et sur lesquelles on peut, rebondir sur les réseaux ou, dans la presse. C'est aussi des personnes qui vont être plus enclines à faire des vidéos témoignages qu'on peut mettre sur le site internet. Donc voilà, on essaie vachement de maintenir la relation avec eux. Et je crois qu'il y avait une question sur le community management justement de ces communautés-là. En l'occurrence, il y a un WhatsApp dédié aux ambassadeurs et Laetitia du coup qui était dans mon équipe, qui était dans mon équipe en alternance et qu'on a recruté en CDI, elle est à plein temps maintenant en charge des communautés chez Matera et notamment du coup de ce programme ambassadeur-là. Trop intéressant. Donc si on doit un peu résumer, finalement, d'après toi, quels canaux de communication ont été les plus efficaces pour vous? Si tu devais en garder, 3. 3, waouh! Je dirais les relations presse. Les relations presse, c'est, ultra important. C'est souvent, quand on le fait en interne, en tout cas, c'est souvent délaissé par les personnes qui le font en interne parce que moi-même, je faisais plein d'autres choses en même temps et du coup, je me disais que c'était pas si important et en fait, ça l'est et là, tu vois, on est en train de faire appel à une, freelance, en RP pour qu'elle m'aide sur la stratégie 2025 et une de ses recommandations, ça va être que je fasse moins de choses mais que par contre, je les fasse, mieux, enfin que je les amplifie en tout cas encore plus. Donc ça, je pense que c'est, vachement à garder en tête. Il y a aussi tout l'aspect offline et notamment print. Je sais que c'est souvent délaissé au profit de la télé parce que c'est, réputé pour être le média le plus puissant et c'est vrai, enfin voilà. Mais là, une campagne télé, ça coûte très cher alors qu'une campagne print, ça peut ne pas l'être tant que ça. Il peut y avoir des campagnes métro gérées en interne, il peut y avoir des affichages sur des ravalements de façade, on n'en a pas parlé, mais c'est un affichage qu'on a fait pour 300 € dans une copropriété cliente. Il peut y avoir du street marketing, qu'on n'a jamais testé pour le moment, mais qui est aussi assez abordable. Et après, je dirais que c'est aussi toute la production de contenu et notamment cette partie média. Donc là, tu vois, enfin, je triche un peu parce que ça englobe plusieurs canaux de communication, mais en gros, tout ce qui va être chaîne YouTube, podcast, newsletter, pour vraiment apporter de la valeur ajoutée aux gens et créer de la notoriété, mais aussi de la légitimité et de la considération de marque. Ça, je pense que c'est très important. Ouais, trop bien. Et enfin, le mot de la fin, est-ce que tu peux un petit peu nous spoiler? Est-ce que tu as de la visibilité sur vos actions 2025?
Ouais, bah, écoute, déjà, on prépare un rebranding, donc un changement de typo, un changement de logo, et un changement de tout le site qui devrait arriver début février, donc voilà. Je travaille du coup, bah, sur ce projet avec le head of design notamment et avec, Théo, notre brand designer, donc pareil, on est 3, sur le projet. C'est pas beaucoup et c'est assez challengeant, mais ça va être cool quand ça sortira. Probablement aussi une campagne à Paris, un peu dans le même genre que ce que je vous ai montré, mais peut-être uniquement sur les rampes, pour pouvoir du coup couvrir tout Paris. Et du coup des campagnes en province, probablement à Marseille et Toulon, et l'édition 2 de la journée des propriétaires, mais un petit peu, améliorée avec les learnings dont on a pu, retirer de la première édition. Voilà. Trop bien, trop, trop bien. Ouais, franchement, vous avez testé plein de choses. En fait, ça donne envie en tant que marque, ça donne aussi envie de tester plein de nouvelles choses. Et comme quoi, c'est pas parce que, enfin, on n'a pas toujours besoin de millions pour être créatif. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais évoquer, une dernière action? Je réfléchis. Non, bah là, on va avoir pas mal de sujets. Un des sujets qu'on n'a pas abordé, mais qui sera un de mes gros challenges, je pense, c'est de décliner la marque au niveau local. Du coup, donc un peu dans cet enjeu de pas paraître uniquement parisien, mais du coup de prouver qu'on a des copropriétés partout en France. Donc tu vois, jeudi et vendredi dernier, j'étais à Marseille pour interviewer des copropriétés clientes. J'ai 2 personnes de mon équipe qui vont à Lyon en novembre. Et l'idée, notamment avec cette création de médias-là, ça va être de pouvoir se balader un peu partout en France. Et c'est vachement un enjeu parce qu'en fait, il faut penser à la granularité de la marque. À quel point est-ce que tu veux être local? Par exemple, Mater à Marseille, bah, tu peux pas l'englober pour toutes les Bouches-du-Rhône parce que si tu habites à Aix-en-Provence, par exemple, c'est pas du tout pareil et ils vont mal le prendre, tu vois. Donc, il y a pas mal d'enjeux comme ça, locaux, qui sont assez intéressants et assez challengeants. Mais pareil, ça fera partie d'un des gros enjeux de fin 2024 et 2025. Trop bien, trop intéressant. Merci beaucoup, Amandine. Tu as pas mal de retours positifs dans le chat. Donc, En effet, c'était hyper transparent. Merci d'avoir été aussi limpide par rapport aux chiffres. Ça permet aussi d'évaluer ce qui est faisable, ce qui est possible de faire avec son budget. On sent que tu es passionnée et que tu es hyper créative. Hyper intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller suivre Amandine Père sur LinkedIn. Et nous, on se retrouve dans 2 minutes, 1 minute, je ne sais plus, 45 secondes pour être précise, avec Victoire d'UpSpot. Elle est sur la scène 1 et sur la scène 2 en simultané, qui va vous préparer aux tendances de contenu 2025. Elle était déjà là l'année dernière et elle était top 3 des sessions préférées du public. Je me prends un peu pour Nikos Aliagas. J'anticipe mon speech avec TF1. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller. Et puis, si vous voulez passer d'une scène à une autre, vous oubliez pas, vous allez dans ordre du jour et vous cherchez la session. C'est tout simple. Merci beaucoup, Amandine. Et merci puis, Léa, merci à à tous et tout puis à bientôt. bientôt. Salut!